Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. L'éducation nationale a une nouvelle ministre. Après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, eh bien c'est Amélie Oudéa-Castéra qui prend les commandes de la rue de Grenelle, mais pas que. Évidemment, à la tête d'un super ministère qui regroupe l'éducation nationale, les sports et les Jeux olympiques. Eh bien, quel défi l'attend? On en parle dès le début de cette émission. Se former au compost et mieux gérer ses biodéchets, conformément à la loi anti-gaspillage entrée en vigueur en ce début d'année. C'est ce que propose notre invité. On en parle avec lui en seconde partie d'émission. Comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda. Au menu aujourd'hui, une comédie musicale, La Patte Patrouille et une histoire de renard. Loïc, on le retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui hérite donc d'un ministère élargi avec celui de la jeunesse et des sports. La passation de pouvoir s'est déroulée ce matin rue de Grenelle, l'occasion pour Gabriel Attal de dresser un bilan de ses 5 mois et 13 jours au chevet de l'éducation nationale et de ceux bien sûr qui la font vivre. L'école sera la mère des batailles de mon gouvernement et j'en serai le garant, c'est ce qu'il a déclaré. Tout ce que nous avons entamé ira jusqu'au bout. Voilà. Et après, il a adressé un message à la communauté éducative et aux élèves que je vous propose de découvrir. Je veux leur dire que je continuerai à les servir, que je continuerai à agir pour eux, à tes côtés, chère Amélie, et que tu me trouveras toujours à tes côtés pour avancer sur ces questions. Je veux avoir un mot pour tous les parents d'élèves, pour tous les élèves de France. Je serai toujours de votre côté. Sous l'égide du président de la République, nous avons lancé des réformes importantes, pris des décisions fortes pour notre école. Nous les mènerons à leur terme. Nous réussirons ensemble. J'en ai pris l'engagement devant vous. Alors, je le tiendrai, chère Amélie. J'ai confiance. Je compte sur toi. Et tu l'as compris. Tu peux compter sur moi. Je vous remercie. Amélie Oudéa-Castéra qui a également pris la parole évidemment pour présenter sa feuille de route et puis sa vision de la mission qui l'attend dans les mois à venir. Elle a assuré vouloir agir de façon aussi concrète et aussi forte que Gabriel Attal et poursuivre tous les chantiers amorcés. L'école, mesdames et messieurs, est une terre de possibles. Le sport est une terre de possibles. La jeunesse a envie et besoin de ces possibles. Et la France, des Jeux olympiques et paralympiques, en cette année 2024, doit plus que jamais être cette terre de possibles. Alors oui, la tâche sera lourde et j'aurai besoin de vous, de toutes les équipes exceptionnelles sur lesquelles j'ai pu déjà m'appuyer et sur vous qui incarnez ce service public de l'éducation nationale. Lourde, oui. Mais la feuille de route, Monsieur le Premier ministre, est claire, elle est essentielle et elle mérite qu'ensemble, tous ensemble, nous la portions à la réussite. Mais au sein de la communauté éducative depuis ce matin, eh bien, c'est l'incompréhension et la colère qui prédominent. Alors que l'éducation nationale est en crise, alors qu'elle a tant besoin d'attention et de solutions, beaucoup se demandent comment le gouvernement a pu nommer une ministre à temps partiel qui, en plus, doit gérer toute l'organisation des Jeux Olympiques. Cette organisation, c'est vrai, pharaonique d'un événement qui se tient dans moins de 200 jours maintenant. C'est le cas de Gwen Thomas-Alves. Il est président et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne et il a réagi en exclusivité pour School TV. Tout d'abord, son bilan en tant que ministre des Sports est déplorable. On retiendra d'elle que justement, elle a réquisitionné des logements Crous en vue des Jeux Olympiques en donnant 100 balles et 1 mars aux étudiantes et étudiants. Ensuite, le second point, c'est qu'on a maintenant un ministère géant puisque Mme Oudéa-Castéra a été nommée ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et comme les acteurs du monde sportif, nous sommes évidemment consternés puisqu'on considère que les sports aujourd'hui et surtout cette année en vue des Jeux olympiques sont une discipline importante comme l'éducation nationale. Et pour nous, il faut mettre le paquet dans l'éducation nationale avec un seul ministère, une seule ministre et pas un ministère à temps partiel. L'incompréhension également pour Guylaine David, qui est co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIP FSU. C'était ce matin sur RMC. Écoutez.
On est dans un moment où on est à la veille d'un événement mondial que sont les Jeux olympiques et paralympiques et on ne peut pas imaginer avoir une ministre qui s'occupe des deux et qui sera à temps partiel sur le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on sait aussi qu'on est dans un moment où l'Éducation nationale est en crise. Le ministère a besoin de quelqu'un qui soit là à plein temps pour pouvoir donner des réponses au personnel de l'éducation, notamment en termes de conditions de travail, mais aussi en termes de salaire et d'attractivité du métier d'enseignant. Guylaine David qui se demande également qui sera concrètement l'interlocuteur de son syndicat, puisque Gabriel Attal a affirmé emmener la cause de l'éducation nationale avec lui à Matignon, ce qui pose la question d'une gestion à deux têtes dans les mois qui viennent. Et c'est le même sentiment du côté d'Yvan Manac, qui est secrétaire académique du SNPDEN, qui est le syndicat des proviseurs. Il était ce matin sur Sud Radio. Il a d'abord tenu à souhaiter bon courage à la nouvelle ministre, en rappelant que beaucoup de chantiers avaient été lancés avant son arrivée, et notamment le fameux choc des savoirs, un dispositif qui est irréaliste selon lui. Au niveau de notre organisation, on a chiffré en fait en termes de moyens ce que ça représenterait. Ça représenterait plus de 19 000 équivalents temps plein sur les 2 années. Ouais. Et là, compte tenu de ce qui a été annoncé, je vais vous donner simplement un chiffre. Pour le niveau 6e, 5e sur l'Académie de Toulouse, il y a 22 équivalents temps plein qui ont été donnés pour pouvoir mettre en place cette réforme. Donc vous voyez qu'on sera sans doute très loin des annonces qui ont été faites dans un premier temps, même s'il y a des choses qui vont se faire, c'est certain. Et ce qu'on redoute, nous, c'est l'écart entre l'annonce et la réalité sur le terrain. Et comme une preuve concrète de leur engagement aux côtés de la communauté éducative, Gabriel Attal et Amélie Oudéa-Castéra se sont rendus cet après-midi dans un collège à Andrézy, c'est dans les Yvelines, justement sur le thème du choc des savoirs. En tout cas, le sort en est jeté maintenant et les syndicats attendent leur ministre au tournant, si on peut utiliser cette expression. Sur un tout autre sujet maintenant, la déception des autorités de santé sur la vaccination contre le papillomavirus dans les collèges. Oui, vous savez qu'une grande campagne a été lancée au mois de septembre-octobre 2023 pour vacciner les élèves de 5e directement au sein des établissements. Mais lors d'une conférence de presse hier, le professeur Xavier Carcopino, en charge du dossier, a déclaré, je le cite, « On estime qu'ont été vaccinés avec une première dose environ 10 à 15% des collégiens de 5e. La deuxième injection se fera avant fin juin. Ce premier retour est décevant. On espérait environ 30%. On en est loin. On peut s'améliorer. » Voilà, il s'agit là effectivement des premiers chiffres. Et pour le professeur Carcopino, il faut redoubler d'efforts en termes de communication pour rappeler l'importance de vacciner les adolescents et ainsi les protéger de nombreux cancers comme celui du col de l'utérus. Direction la vallée de Chevreuse en Île-de-France où des adolescents sont obligés de faire du stop pour se rendre dans leur établissement, voire de faire 7 ou 8 km à pied sous le froid glacial. On connaît ça depuis plusieurs jours. Et oui, et les plus chanceux peuvent compter sur la police municipale ou sur le maire de leur commune pour les amener à l'école dans leur collège et lycée. Ce sont donc les autorités et les élus qui sont obligés de faire des navettes. En cause, le nouveau prestataire de transport scolaire qui a récupéré le marché il y a quelques semaines dans cette région. En fait, pour respecter les directives européennes, Île-de-France Mobilité a été obligé de mettre ce marché en concurrence et l'opérateur historique, avec lequel tout se passait bien jusque-là, a perdu. Et c'est maintenant Transdev qui assure les liaisons pour les élèves, mais qui offre donc un service très dégradé. Les maires de la vallée de Chevreuse demandent un retour de l'ancienne régie de transport avec laquelle il n'y avait jamais eu aucun problème. Et on pense effectivement à ces dizaines et dizaines d'élèves obligés de marcher dans le froid le long de routes de campagne très dangereuses. Voilà encore un nouveau chantier pour la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra. Merci Loïc. Gabriel Attal nommé Premier ministre, la place était vacante à l'éducation depuis mardi. C'est désormais la ministre des Sports qui prend la tête du ministère de l'Éducation nationale, conservant également à sa charge le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Un regroupement significatif. Quels sont les dossiers qui attendent Amélie Oudéa-Castéra et quel est le bilan de Gabriel Attal durant ces 5 derniers mois? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau à nouveau Maroun Aidé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et auteur de ce livre « La destruction de l'État, école, hôpital, industrie, énergie, sécurité, diplomatie ». C'est sorti aux éditions Bouquin. Et face à vous, Régis Juanico. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous voilà, par Skype. Vous êtes député honoraire de la Loire, expert en politique publique sportive et auteur de Bougeons, sorti aux éditions de l'Aube, livre qui va s'afficher à l'écran tout de suite, manifeste pour les modes de vie moins sédentaires. Vous l'avez écrit avec Hakim Khelaf et ça va apparaître ces mois-ci. En 18 mois seulement, l'éducation nationale aura connu 4 ministres, quand même. 4 ministres. L'école est la mère des batailles. Je cite Emmanuel Macron, il l'a redit en décembre dernier. Et voilà que le ministère de l'Éducation est regroupé avec le ministère des Sports. Comme si, je l'ai lu, il ne se suffisait pas à lui-même. Une réaction, Marounedé? Je pense effectivement qu'il y a eu bien sûr des pressions autour du resserrement de l'équipe ministérielle pour des raisons budgétaires, mais je pense aussi qu'ils ne prennent pas au sérieux cette question de l'école et que c'était en grande partie de la communication de dire que c'est la mère de toutes les batailles et que le plus simple par rapport à une trajectoire de carrière, c'est de réussir à partir avant d'avoir à la mener. Et je pense que la nouvelle ministre va avoir une tâche extrêmement difficile, voire impossible. Quand vous dites ne prenez pas au sérieux, qu'on comprenne bien, c'est le rattachement effectivement sport, JO à l'éducation qui vous fait dire ça, ou c'est le fait que, on ait mis du temps à choisir et que finalement on ait pris un autre ministre pour pouvoir le rattacher à l'éducation? Il y a deux choses différentes. La première, c'est la façon dont Gabriel Attal lui-même a géré l'éducation nationale, qui a marqué le triomphe, si vous voulez, de la communication sur l'action politique. C'est-à-dire qu'on aligne tout ce qu'il y a à dire, et puis avant d'avoir à exécuter ou à réellement mener les réformes, on passe à autre chose. Et le second, c'est la concentration des ministères Travail, Santé d'une part et Sport, Éducation nationale d'autre part, qui traduit quand même un désintérêt pour ces piliers qui sont assez essentiels. Alors évidemment, une réaction, Régis Juanico. Pour vous, est-ce que c'est pour vous un signe de désintérêt ou au contraire, j'allais dire un renouveau? Non, parce que ça a déjà été fait, oui. L'alliance effectivement du sport et de l'éducation nationale, mais disons, ça s'est peu fait, et donc qu'en pensez-vous? Il n'y a pas très longtemps, Jean-Michel Blanquer était aussi un ministre de l'Éducation nationale, mais aussi des Sports. Oui. Bon, bien sûr, avec une ministre déléguée, à l'époque Roxana Maracineanu. Mais je dirais que ce n'était pas forcément une demande. Aujourd'hui, du monde sportif et des acteurs du sport, d'avoir ce super ministère de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, même si c'est une fonction qui va surtout se concentrer sur l'année 2024 et l'été 2024 pour être bien précis. La revendication depuis toujours de tous ceux, les parlementaires, j'en ai été, qui s'intéressent aux questions de sport, était que le ministère des Sports soit un ministère de plein exercice et ne soit pas effectivement sous la tutelle d'autres ministères plus puissants. Donc quand j'entends, comme je l'ai lu ce matin, que c'est le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui a avalé le ministère de l'Éducation nationale, j'ai envie de sourire parce que vous connaissez les chiffres. Le ministère des Sports, c'est 3000 agents de l'État au niveau national. C'est un budget qui est un budget, on le sait, assez faible, de moins d'1 milliard d'euros, 0,18% du budget de la nation, alors que l'éducation nationale est une très très grande administration de l'État, près d'1 200 000 personnels dans l'enseignement et dans l'éducation nationale, et un budget de 65 milliards d'euros. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Et s'il y a une absorption, elle est plutôt du côté de l'éducation nationale qui absorbe les sports et les Jeux olympiques et paralympiques. Alors, vous le dites vous-même, excusez-moi Régis Juanico, mais vous le dites vous-même, c'est-à-dire qu'en fait la question se pose. Les JO, les Jeux olympiques et paralympiques arrivent très prochainement. On sait bien que forcément Amélie Oudéa-Castéra est extrêmement prise par cette préoccupation et c'est bien normal. Est-ce que justement la question se pose par rapport à l'éducation nationale ? Combien de temps va-t-elle y consacrer? Je vous fais réagir à la réaction de Sophie Vénétité, qui est secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU et qui parle de mépris pour les enseignants et dénonce l'arrivée, je cite, d'une ministre à mi-temps. Réaction? Alors, ça on verra. Moi, j'ai pas envie de faire de procès d'intention en avance, de savoir en combien de temps elle consacrera à l'éducation nationale
au sport, aux Jeux olympiques et paralympiques. C'est une ministre qui était très investie dans ces dossiers à la tête du ministère des Sports, sauf que là, l'éducation nationale, on voit bien que des choses vont se télescoper et des sujets et des dossiers qui sont extrêmement importants. La formation des enseignants, l'attractivité, la préparation de la prochaine rentrée, la mise en œuvre du choc des savoirs. Et quelque part, moi, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est est-ce que cette fusion-absorption, quelque part, va être synonyme de plus d'activités physiques et sportives à l'école, et quels seront les leviers qui seront utilisés pour le faire? Parce que je vais vous prendre un exemple très récent. Gabriel Attal, quand il a fait sa conférence de presse sur les chocs de savoir, eh bien, il n'a pas eu un seul mot pour l'éducation physique et sportive, alors que je considère que c'est une matière, une discipline enseignée par les professeurs d'éducation physique et sportive, mais aussi par les professeurs du premier degré, qui est fondamentale, et qui est aussi fondamentale que savoir lire, écrire, compter, à mon sens. Si donc, je vous suis, il a fait encore mieux. Il a regroupé carrément les deux pour en faire un ministère complet. Maroun Edé. Je pense, pour réagir déjà par rapport à la question, est-ce qu'elle aura le temps? À mon avis, ce qu'on voit derrière, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre, c'est la concentration sans précédent du pouvoir au sein de l'Élysée et de Matignon. Je pense qu'ils ont derrière la tête que ça va être piloté directement depuis l'Élysée et Matignon. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Emmanuel Macron essaye de concentrer de plus en plus le pouvoir autour de lui, en fait. Sauf qu'il le disait d'ailleurs de façon très directe à un moment, en décembre 2022, il a dit je n'y arrive plus, je dois faire le travail de mon Premier ministre et de tous mes ministres. Et oui, il a qu'à en nommer certains qui ont plus de poids. En fait, on ne peut pas gouverner seul, parce que pour Emmanuel Macron, comme pour Gabriel Attal, il y a 24 heures dans une journée, donc ils ont beau vouloir faire quelque chose, ça va être difficile. Et pour revenir à la question du sport dans les études, c'est effectivement extrêmement important, et ce sont des dossiers qui sont techniquement complexes, comme tous les autres chantiers qu'a lancé Gabriel Attal sur le dédoublement en 5e et en 6e, sur les prépas lycées, sur la formation initiale des enseignants. Et là, on peut s'étonner, parce qu'on aurait pu penser qu'il allait nommer un ministre plus technique, peut-être, qui est capable d'exécuter les grandes lignes qu'il a annoncées. Et pour revenir sur Jean-Michel Blanquer, on pouvait lui reconnaître une chose, même si on était en désaccord, c'est quelqu'un qui connaissait la machine. C'est quelqu'un qui connaissait les rouages de l'éducation nationale, qui était capable d'activer les bons leviers pour mener des réformes en un temps record. Le dédoublement des classes, il l'a fait en 6 mois. La réforme du bac, quoi qu'on en pense, moi j'ai un avis plutôt négatif dessus, mais on peut le reconnaître qu'il l'a fait en 1 an. Et ici, il amène quelqu'un qui, certes, elle a une coloration sport, puisqu'elle vient bien sûr du monde du sport. Oui. Mais je ne pense pas qu'elle sache, au niveau de l'éducation nationale, activer assez rapidement les leviers qu'il faut pour exécuter les réformes de l'ampleur. Alors, je rappelle quand même que c'est elle qui avait rédigé les propositions sport du président Emmanuel Macron en 2022, à l'époque, sur l'instauration des 30 minutes quotidiennes d'EPS, ainsi qu'en primaire, et les 2 heures supplémentaires d'EPS aussi par semaine au collège et la rentrée. Donc, c'est déjà elle qui avait initié, qui avait porté ce projet-là. Et on est en 2022. Il y a une grande différence entre avoir les bonnes idées et savoir les exécuter. Gabriel Attal a dit ce qu'il fallait dire sur l'éducation. Globalement, les gens ils s'attendaient à entendre ça. Mais après, il est parti avant d'exécuter. Et la grande interrogation des enseignants, c'était sur la faisabilité. Et ici, il ne donne pas un bon... Enfin, je veux dire, moi aussi, je peux dire qu'il faut plus de sport. Je pense que tout le monde est d'accord. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes de maquette pédagogique, en termes de recrutement des enseignants, en termes de budget, en termes de formation? C'est très difficile à savoir. Et il ne suffit pas simplement d'en parler pour le faire. Et c'est pour ça qu'on peut s'étonner qu'ils mettent finalement une ministre qui, sur l'éducation, peut avoir un profil un peu similaire au sien, c'est-à-dire les bonnes intuitions, mais pas forcément une connaissance de comment est-ce qu'on le fait réellement. En fait, vous voulez parler des narcs, quoi, en gros, c'est ça? En fait, mais c'est sous-jacent. C'est même le stade encore au-dessus, parce que les énarques avaient une connaissance de l'État. Ici, on est en train de, si vous voulez, de se taper la génération des Sciences Po non-énarques, qui sont plutôt passés par la communication. Donc c'est des excellents communicants, et quand on voit le parcours, c'est souvent plutôt des groupes de communication privée par lesquels ils sont passés. Gabriel Attal, même pas, il est directement passé à la communication au niveau du gouvernement. Donc c'est des très bons communicants, c'est sans doute des gens brillants, mais je pense que justement, ils n'ont même pas la connaissance de l'État que peuvent avoir des... Alors bien sûr, Amélie Oudéa-Castéra, est énarque, mais je pense que l'éducation nationale est un monde vraiment à part entière. Elle a quand même un CV sacrément baqué quand même,
enfin des études extraordinaires, et puis elle connaît très bien effectivement le monde du sport. Donc j'aimerais quand même une réaction de la part de Régis Juanico à ce sujet. Vous qui êtes spécialiste justement des politiques publiques sportives, qui vous intéressez beaucoup au sport, mais aussi bien entendu en tant que député, en tant que citoyen, en tant que Français tout simplement, et peut-être en tant que père, je ne sais pas, à la vie éducative du pays. Quelle est votre première réaction par rapport à cette nomination ? Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je rejoins là-dessus ce que dit monsieur Hédé, c'est que vous avez bien vu que Gabriel Attal a dit qu'il emmenait l'éducation nationale à Matignon. Sauf qu'on sait bien que Matignon, c'est une essoreuse, et que 24 heures sur 24, vous devez gérer toute une série de difficultés qui se présentent pour le pays, faire la coordination interministérielle. Donc, je pense que c'est assez peu probable qu'il y ait une gestion directe de Matignon des affaires de l'éducation nationale. Puis ça n'est jamais arrivé. Bon, il se trouve qu'il y a une deuxième tutelle très forte quand même pour ce nouveau ministère. C'est le fait que Emmanuel Macron, vous avez vu, a étendu son périmètre régalien de façon considérable, puisqu'il considère qu'aujourd'hui, c'est aussi à lui de s'occuper de l'éducation nationale, pas simplement des affaires étrangères ou de la défense et des compétences traditionnellement régaliennes. Il a même inclus là-dedans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, il y a cette double tutelle qui va exister. Maintenant, la question, ça va être de savoir, parce que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas tout à fait celui des sports. J'ai évoqué quelques comparaisons de chiffres tout à l'heure, mais il faut savoir aussi que dans l'administration de l'éducation nationale, il faut beaucoup plus négocier, discuter, notamment avec les syndicats. Comme parents d'élèves, nous, on a eu à subir ces dernières années, comme vous le savez, à la fois la réforme du bac, du lycée, la mise en place de Parcoursup. Donc on est encore sur ces questions-là, qui sont des questions très, très importantes. Et cela nécessite une attention de tous les moments et un investissement à 100% pour l'éducation nationale. Donc il va falloir qu'elle s'entoure quelque part de ministres délégués, de secrétaires d'État, en qui elle a confiance et avec qui elle peut travailler en confiance, sachant que pour le moment, elle n'a jamais trop délégué dans ses fonctions sur lesquelles elle est amenée à intervenir, notamment sur le sport, où elle a vraiment concentré les décisions, tout comme Emmanuel Macron concentre beaucoup de pouvoir à l'Élysée. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si enfin on va avoir, non pas simplement le ministère des Sports moteur sur la question de l'activité physique et sportive à l'école, mais surtout l'éducation nationale, qui a toujours freiné les cas de fer, notamment la Direction générale des affaires scolaires, la DGESCO, et qui a toujours considéré que les matières du français, les matières des maths étaient prioritaires sur la question de l'éducation physique et sportive, et que ça a toujours été une variable d'ajustement, que ce soit dans le premier degré, dans le second degré, et dans les effectifs, puisqu'on a perdu 1000 postes d'enseignants EPS depuis 2018, qu'on a eu un volume de formation des professeurs des écoles en INSPE qui a été réduit de 20% pour l'EPS en 2019. Donc vous voyez, il y a des décisions qui ont été prises qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas une matière qui est considérée comme une matière fondamentale. Mais alors, est-ce que c'est pas un message justement, c'est pas national du brevet. Cette nomination n'est pas justement un message fort pour l'entrée non, elle y est déjà, mais enfin pour plus de PS effectivement à l'école et pour une valorisation effectivement du sport au sein de l'éducation. Je vais vous dire qu'il y aurait une grande décision qui traduirait ce que vous venez d'indiquer, ce serait qu'on change fondamentalement les emplois du temps et la journée des élèves, le calendrier scolaire sur l'année bien évidemment, pour moins compresser les enseignements et les matières et les programmes qui sont aujourd'hui considérables, et donc d'avoir l'enseignement des matières fondamentales le matin, en matinée, et puis l'après-midi, plus consacré, comme ça se fait dans d'autres pays, aux activités sportives ou aux activités culturelles et artistiques. Ça serait une vraie révolution. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse en France. Voilà. Mais je peux vous donner plusieurs exemples qui montrent que sur la question du sport à l'école, de l'activité physique et sportive, depuis quelques années, on est dans beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas de mise en œuvre réelle. Beaucoup d'expérimentation, mais très très peu
de généralisation de bons dispositifs en faveur de la santé de nos enfants et adolescents. Oui, malheureusement, effectivement, la réalité est souvent tout autre. Pouvoir faire ces fameuses 30 minutes de sport quotidienne, c'est pas toujours fait parce que faute de temps, parce que le programme est compliqué, parce qu'il faut finir effectivement les programmes et qu'on s'attelle davantage aux fondamentaux. C'est pas moi qui le dis, bien entendu, c'est tous ceux que je reçois ici, dont vous, Marouane, puisque vous avez effectivement parlé beaucoup d'écoles dans votre livre, La destruction de l'État, je le rappelle, paru aux éditions Bouquin. Et pour vous, cette question des rythmes scolaires dont parle Régis Juanico, effectivement, est-ce qu'elle est fondamentale? Revoir finalement le système aussi. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir et on va en parler, puis faire un petit bilan quand même des mesures de Gabriel Attal. 5 mois, c'est assez court, donc des mesures. Mais avant cela, déjà, les rythmes scolaires, ça changerait tout. Je pense que c'est important. Je pense que ça ne changerait pas tout. Je pense qu'il y a une forme de pensée un peu magique, en se disant peut-être que si on s'inspire plus des systèmes anglo-saxons, ça va régler nos différents problèmes. Ça serait évidemment une bonne chose. Il faut évidemment davantage de sport, davantage d'activités physiques. Il faut peut-être des programmes un peu plus différenciés en fonction des contextes. Il ne faut cependant pas tout en attendre. Si je dis ça, c'est parce que j'ai pu discuter avec des personnes, y compris au sein de l'Éducation nationale, qui diraient que c'est là une mesure qui est absolument phare. Je pense que c'est important, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Après, ça s'inscrit dans une discussion beaucoup plus large et extrêmement importante sur la valorisation des différents types de talents, de compétences, de savoir au sein de l'école. On a une école qui est extrêmement unique, extrêmement uniformisante, malgré ce que Gabriel Attal a dit sur la fin du collège unique. En réalité, c'est toujours le même collège, mais avec des niveaux différents. Il n'y a pas d'orientation différente. Et je pense que la réflexion sur le sport, qui est absolument essentielle, doit s'inscrire dans une réflexion plus large sur les différents types de compétences, y compris manuelles ou autres, que l'on veut réussir à valoriser à nouveau au sein de l'éducation. Sortir un peu uniquement des savoirs purs et peut-être aller vers les compétences, effectivement, ce qui est différent, à savoir les compétences psychosociales, les fondamentaux classiques que l'on connaît, mais qui, en fait, génèrent une vraie personnalité et qui forment les citoyens de demain. Je pense, oui. Et je pense aussi qu'on perdrait moins d'élèves, puisqu'on s'adresserait à un public plus large, ou en tout cas, davantage d'élèves, ils trouveraient quelque chose au sein même de l'école. Un petit bilan rapide quand même, mais on est obligé, parce que ça vaut le coup. 5 mois donc, à la tête du ministère de l'Éducation, Gabriel Attal, avant de devenir Premier ministre, le report des épreuves du bac donc en juin, ou alors on dit un retour ou un report, au choix, parce qu'en quelques années, on a tout eu. La BAYA, évidemment, la lutte contre le harcèlement, les cours d'empathie qui ont démarré la semaine dernière, l'expérimentation du port de l'uniforme qui va arriver, les groupes de niveau, bref, beaucoup de chantiers amorcés, mais est-ce que ça va continuer? Question, déjà, Régis Juanico, réaction. C'est beaucoup d'annonces, beaucoup de communication, et je pense que là où le bas blesse, c'est sur la mise en œuvre. Je vais vous donner un exemple. Les 30 minutes d'activité physique à l'école, même si le slogan est un peu réducteur, il faudrait au moins 1 heure d'activité physique pour les enfants, c'est ce que dit l'OMS, de toute façon, en plus de l'EPS. On a un problème dans le premier degré, c'est que sur le papier, on a un volume horaire d'EPS qui est relativement satisfaisant. On est dans les meilleurs pays européens, avec 3 heures sur le papier. Mais on avait fait un rapport parlementaire au Premier ministre en 2016 avec mon collègue Pascal de Guilhem. Nous, on a constaté qu'il n'y avait que 1h50 qui était réellement effectuée pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Manque de temps, manque d'équipement sportif, temps de trajet pour aller à la piscine ou sur des gymnases à l'extérieur, etc., etc. Mais les 30 minutes d'activité physique à l'école, sur le papier, depuis une instruction de rentrée de 2022, normalement, sont soi-disant généralisées. Or, les retours que nous avons sur le terrain montrent qu'aujourd'hui, à peine 20 à 30% des établissements du premier degré sont effectivement engagés, alors plus ou moins, mais engagés dans la démarche des 30 minutes d'activité physique à l'école. Donc, entre les annonces et les actes et la mise en œuvre, il y a un décalage, il y a un fossé. Et je pourrais vous prendre d'autres exemples, puisque les 2 heures de sport au collège supplémentaire, qui est un dispositif qui n'a pas été vraiment compris, qui est difficile à comprendre, il ne concerne en expérimentation que 700 collèges sur 7000. Donc voilà, on n'est jamais dans la généralisation d'un certain nombre de dispositifs qui permettraient d'avoir plus d'activités physiques et sportives pour nos enfants et nos adolescents. Et dernier exemple,
sur le double et le triple projet, c'est-à-dire projet sportif, projet scolaire, projet de bien-être pour nos élèves qui sont engagés dans ce qu'on appelait avant les sports-études, et maintenant les sections sportives scolaires ou les sections sportives d'excellence. Monsieur Blanquer avait annoncé en 2017 qu'il y aurait 1000 sections sportives d'excellence ou scolaires supplémentaires en 5 ans, et il y en a eu 200 ou 300. Et aujourd'hui, M. Macron a annoncé à Orthez en septembre dernier qu'on passerait de 10 000 élèves à 25 000 élèves en seulement 2 ans. Donc personne n'y croit vraiment en sport-études. De même qu'il a annoncé des tests de conditions physiques, vraiment une mesure que je soutiens, qui figure dans mon livre à tous les âges de la vie, mais en 6e, à l'entrée en 6e, pour pouvoir avoir des données précises de santé sur ces générations-là qui sont en train de perdre de la capacité physique et qui aujourd'hui développent des maladies chroniques qu'on ne connaissait pas auparavant. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas un début de crédit dans le budget de 2024 pour mettre en œuvre cette mesure. Vous voyez, donc il y a toujours un décalage entre finalement les annonces et puis la réalité. Maroun-Edé, donc les annonces. Oui, en termes de bilan, alors vous dites bien, c'est des annonces, c'est-à-dire que, et j'en parlais du triomphe de la communication sur l'action, je pense qu'il n'a pas encore pensé au fait d'exécuter. Il a aligné les différents mots-clés qu'il fallait dire. Il a été assez fort, puisque d'habitude, le ministère de l'Éducation nationale est un ministère qui peut tuer une carrière. Et là, il a réussi à avoir une stratégie pour que ça soit porteur pour une carrière. Transcender. C'est de rester suffisamment longtemps pour répéter que c'est la mère de toutes les batailles et de partir avant d'avoir à la mener. Et donc là, il a lancé une quantité assez astronomique de chantiers dont on peut douter de s'ils sont réalisables. Mais j'ai cependant une note d'optimisme quand même dessus. C'est que qu'est-ce qui bloque aujourd'hui généralement à l'Éducation nationale? C'est un ministère qui aujourd'hui perd tous ses arbitrages par rapport à Bercy. Et donc là, les différentes mesures ne sont pas financées. Par exemple, l'augmentation des enseignants, si on voulait les augmenter substantiellement, il y aurait besoin de plusieurs milliards. Et donc, comme Bercy dit toujours non, on augmente à coût de 100 € par an, ça fait 8 € par mois, c'est pas grand-chose. Sauf que qui donne la décision finale de ces arbitrages, c'est Matignon. Et donc, quand Gabriel Attal dit « j'amène l'école à Matignon », il va pouvoir nous montrer s'il l'amène réellement ou pas, puisqu'en fait, c'est dans sa main. Ce qui va se passer, c'est que le financement de ces différentes mesures, il a quasiment aujourd'hui plus de pouvoir de débloquer les financements qu'il n'en avait quand il était ministre de l'Éducation nationale. Et pour Amélie Oudéa-Castéra, c'est également, on peut le voir comme une bonne nouvelle, puisque rarement un ministre de l'Éducation nationale n'a eu autant d'entre-gens, autant de contacts, autant introduit en fait sur la scène du pouvoir. Et donc, s'ils veulent faire quelque chose, je pense qu'ils le pourraient. Alors moi j'en doute, je ne sais pas s'ils le veulent vraiment, mais en tout cas, on peut être optimiste dans le sens où on pourrait enfin avoir une éducation nationale qui a les moyens et qui peut commencer à gagner à nouveau des arbitrages pour financer les différentes annonces dont M. Attal a parlé. Et puis elle sera sûrement aidée par les secrétaires d'État ou des délégués. Bien sûr, pour exécuter ensuite. Pour exécuter. Juste une petite chose, on l'a dit, proche de Rachida Dati, notamment dans cette petite guéguerre avec Anne Hidalgo. Est-ce que vous avez la même information ou pas? Non, je ne saurais pas. Est-ce que cela vous... Régis Juanico, est-ce que cela... vous parle? Est-ce que ça vous paraît étonnant tout d'un coup qu'on ait un peu plus de gens dits de droite qui rentrent dans ce gouvernement? Ça c'est clair. Après que Amélie Oudéa-Castéra soit proche de Rachida Dati, c'est la première fois que je l'entends, donc je ne pense pas. Voilà. Après que ce gouvernement soit beaucoup plus à droite que ce qu'il n'était encore la semaine dernière, je vous rejoins complètement. Enfin, c'est l'orientation libérale aujourd'hui, globalement, des gouvernements d'Emmanuel Macron. Et puis on voit les dernières lois qui ont été votées. Je ne parle pas du 49.3, mais celles qui sont passées plus récemment. Les retraites et la loi immigration, on voit quand même qu'on va dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce que ça donnera pour l'éducation nationale? Vous voyez quand même que ces derniers mois, on a quand même passé beaucoup de temps à détricoter des réformes qui avaient été engagées il y a 5 ou 6 ans, dont on nous disait qu'elles allaient régler beaucoup des problématiques de l'éducation nationale, et notamment sur les résultats scolaires et l'efficacité scolaire. La réforme du lycée, la réforme du bac. On n'a plus le temps, malheureusement. On n'a plus le temps, malheureusement, Régis Juanico. Mais en tout cas, j'ai bien compris ce que vous disiez, effectivement, qu'on attend de voir ce qui va se passer. On va juger aux actes, oui. Voilà, jugeons aux actes, effectivement, cette nomination. Soyons optimistes pour la France et pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, tous les deux, Maroun-Edé et Régis
ministre Juanico, merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation. Depuis le 1er janvier 2024, eh bien, les collectivités ont pour obligation de proposer à leurs administrés une solution pour leur permettre de composter leurs biodéchets. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jean-Jacques Fasquelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur national du réseau Compost In Situ. On le voit sur votre pullover. Alors, ça veut dire quoi déjà les biodéchets? Parce que peut-être plein de gens ne savent pas. C'est les déchets classiques? Les biodéchets, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord les restes de repas, les déchets alimentaires, les biodéchets alimentaires, et puis les déchets de jardin. D'accord. Alors ces biodéchets-là, qu'on peut avoir effectivement soit eh bien parce qu'on est au sein d'une entreprise, soit parce que c'est une collectivité, effectivement, une mairie ou autre, donc ça veut dire école, administration, et puis aussi nous, voilà, citoyens tout simplement, on a des déchets chez nous, et on sait que grâce à cela, avec le compost, qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir après pour l'agriculture? Alors d'abord, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit au démarrage, puisque l'obligation ne porte pas, il n'y a pas une obligation de composter. L'obligation, c'est une obligation de faire du tri à la source des biodéchets alimentaires. Donc ensuite, ces biodéchets, ils pourront être soit compostés, soit méthanisés, qui est une autre façon de traiter les biodéchets. Et cette obligation, donc, qui a démarré au 1er janvier 2024, elle impacte deux types d'acteurs. Tout d'abord, les professionnels. Donc effectivement, vous l'avez dit, ça peut être de la restauration collective, de la restauration commerciale, des marchés, des fleuristes, des boulangers. Donc tous ces professionnels doivent, dès le premier kilo, faire du tri à la source et trouver un moyen de les valoriser biologiquement. Et ensuite, la deuxième cible qui est impactée par l'obligation, c'est les collectivités, vous l'avez dit, qui doivent mettre à disposition des citoyens, donc vous et moi, un moyen de tri à la source. Et là, les solutions vont être assez variées, puisque la première solution, c'est de faire du compostage de proximité, puisque quand c'est en proximité, c'est toujours plus simple. Donc là, il y a plusieurs solutions. Vous avez la chance d'avoir un jardin, vous faites du compost dans votre jardin. Vous habitez en ville, vous avez un jardin collectif, vous pouvez installer, pourquoi pas, un compost en pied d'immeuble, ou un petit peu plus loin, faire du compost de quartier. Alors, suivant les collectivités, on a ou pas la possibilité, la place de le faire. Donc, il faudra de toute façon compléter ce process de compostage de proximité par de la collecte des biodéchets. Et là, les acteurs du réseau que je représente vont effectivement pouvoir apporter un service. Et oui, on va en parler justement, Guy. Sur ce tri à la source, je trouve que c'est un peu culpabilisant. Parce que vous voyez, moi j'habite dans un appartement de 50 mètres carrés. On m'a déjà demandé de trier, d'avoir 3 poubelles pour le verre. 3 poubelles. Là, j'en ai une 4e. Je suis désolé, mais factuellement, je n'ai pas la place d'avoir 4 poubelles dans mon appartement de 50 mètres carrés. Je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de comment je fais, à part de me sentir un mauvais citoyen, je fais concrètement comment? Alors, plus vous allez avoir de poubelles, moins elles vont être grandes aussi, puisque certes, dans votre poubelle traditionnelle... Oui, mais 4, je vous assure que ça ne rentre pas 4. Bon, 4, ça rentre. Il faut le dire. J'habite à Paris en appartement. On trouve... Voilà, moi, j'ai un principe, quand on veut, on peut... et qui ne veut pas trouver une excuse. Donc c'est un proverbe arabe a priori, mais qui fonctionne bien. Je pense qu'on peut toujours trouver, effectivement, on va réduire sa poubelle traditionnelle, puisque un tiers de cette poubelle-là est composée de biodéchets, pour pouvoir dégager de l'espace pour cette poubelle. Alors, dépassons la petite colère de Loïc, mais qui est tout à fait saine, parce que c'était bon, on peut comprendre. En revanche, non. Moi, je dirais juste une chose, et on va après parler vraiment des actions que vous menez, mais c'est vrai qu'on a entendu dire que le tri, finalement, ne servait à rien, puisque finalement, tous les déchets étaient dans la même poubelle à la fin. Donc finalement, je me dis, pour le compost, pour le coup, là, ça peut être intéressant. Bon, alors ça, il y a une sorte de rumeur urbaine qui dit que ça ne sert à rien de trier, puisqu'au final, tout va être remis à l'incinérateur. Oui. C'est faux. Il y a peut-être certains cas de figure où ça a pu se produire, notamment quand une poubelle est mal triée. Les poubelles, par exemple, de carton, papier, plastique à Paris comme ailleurs, si vous avez trop de gens qui ont fait une erreur de tri, cette poubelle, effectivement, elle est déclassée et elle part à l'incinérateur. Heureusement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est l'exception. Donc, voilà, le tri est vraiment... Rassurons-nous, le tri est fait. est vraiment un geste citoyen. Voilà, il y a un geste pour le coup qui peut avoir une vraie action intéressante justement pour notamment
l'agriculture biologique dont on va parler, puisque c'est le fameux cercle vertueux qui est nécessaire grâce au compost, enfin qui est utile, et donc qui permet justement de pouvoir avoir une action, moi en tant que citoyenne, vous aussi, cher Loïc. Je vais le faire, je vous promets, je le fais. Et puis aussi les collectivités. Alors donc on va le voir, ce petit schéma qui va apparaître à l'écran. Donc producteurs effectivement de biodéchets, alors collectivité, mairie ou citoyens, ok. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, si je prends l'exemple des professionnels qui sont plutôt nos clients, donc on va effectivement laisser des bacs chez ces professionnels, des bacs vides propres, qui vont être remplis avec les biodéchets des restes de repas par exemple tout au long de la semaine. Ensuite, les acteurs du réseau Compost In Situ vont venir les collecter, donc avec ou un vélo, un camion, une camionnette, suivant la densité de la ville et la facilité d'accès à ces emplacements. On va ensuite vider ces biodéchets, les trier, puisque même si on fait beaucoup de sensibilisation pour que le personnel de cuisine ne mette pas des choses qui ne devraient pas y être, donc on les sensibilise là-dessus. Et ensuite, on va faire du compost. Alors faire du compost, il y a une recette relativement simple. C'est qu'à ces biodéchets qui sont pleins d'azote, on va rajouter du carbone et notamment du bois broyé, du broyat. Donc voilà, ça c'est un peu la recette magique. En ajoutant du broyat à nos biodéchets alimentaires, on va pouvoir créer du compost, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui sent mauvais, puisque c'est la première idée reçue, le compost ça sent mauvais. Donc un compost bien fait ne sent pas, justement parce qu'on fait cet équilibre vertueux entre des matières azotées et des matières carbonées. Donc ensuite, cette matière, on va la mettre soit en temps en longueur, qu'on appelle des andins, soit dans des alvéoles. Et grosso modo, ce sont la nature qui va faire le travail, puisque grosso modo, les bactéries, les champignons et puis d'autres macro-organismes vont petit à petit décomposer cette matière et la transformer en compost, qui est le produit final et qui va avoir plein de vertus pour le sol. Alors, quelles vertus, justement? Parce qu'il faut les redire. Alors, le compost, c'est vraiment le produit magique. Bon, déjà, c'est de remettre de la vie dans le sol, tout simplement. Ouais. Et ça va améliorer ses qualités physiques, chimiques et biologiques. Donc, c'est un amendement. Et puis, il y a aussi dedans des nutriments. Donc, ça va être aussi un fertilisant. Donc, c'est une façon pour nous, en fait, citoyens aussi, à notre petite échelle, de pouvoir agir aussi pour la planète, pour les agriculteurs, pour finalement le manger mieux. Tout à fait. Et il faut donner du rêve un petit peu. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme négatif, ce qu'on appelle une ordure, moi je la décompose en deux mots. Ordure, c'est de l'or, effectivement. De l'or, pourquoi? Parce que vous avez cet écosystème parfait de la nature qu'on reproduit en fin de compte. Donc nos biodéchets vont repartir au sol. Et nous, notre conviction au réseau Compost In Situ, c'est que cette matière organique doit retourner au sol en agriculture, parce que l'agriculture a besoin de ces intrants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent des intrants chimiques. De toute façon, c'est une ressource finie, puisque très vite, les intrants azotés sont fabriqués avec du gaz. On sait que c'est une recherche qui est chère et qui est rare. Les autres intrants sont plutôt des ressources finies minières. Donc, de toute façon, il va falloir substituer à ces ressources chimiques de la matière naturelle. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important que nos biodéchets alimentaires repartent dans le cycle de l'agriculture. Des études sont faites aussi sur l'impact sur notre santé. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture produite effectivement bio avec ces composts-là a forcément un impact positif par rapport à... C'est évident que si on ne met pas effectivement des intrants chimiques, le produit final sera de meilleure qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Jean-Jacques Fasquelle, pour nous rappeler l'importance du compost. Vous avez compris ou pas? J'ai compris. Quatrième poubelle. Bien sûr. Mais dans les campagnes, on fait ça depuis très 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 longtemps. Mon grand-père compostait déjà à l'époque sans savoir que c'était du compostage. Et on donnait aux animaux également. Ben voilà, mais alors l'héritage. Compostez, mon ami, compostez. Je vous jure que je vais acheter mes 4 poubelles. Je dormirai sur le balcon, tant pis. Une quatrième, parce que les 3 autres, vous les avez déjà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes coordinateur national du réseau Compost In Situ, Jean-Jacques Fasquelle. Merci. Allez, vous restez avec moi, vous redescendez, vous me racontez votre petite chronique agenda du week-end. Loïc, vous vouliez commencer cet agenda avec votre coup de cœur de la semaine. C'est mien aussi, ça tombe bien. Vous n'avez pas arrêté de nous en parler en coulisses, tellement vous êtes emballé. C'est évidemment Spamalot. Oui, emballé, c'est le mot. J'ai été subjugué, ébahi. J'ai rarement ri au théâtre comme ça depuis de longues années. Bref, j'ai adoré ce spectacle musical qui est une adaptation du film des Monty Python qui s'appelle Sacré Graal et qui est sorti en 1975. Alors, c'est une parodie totalement absurde, bigarrée, baroque,
baroque burlesque de la fameuse légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Et c'est le comédien et réalisateur Pierre-François Martin Laval qui signe l'adaptation et la mise en scène. Il est aussi d'ailleurs le roi Arthur. Et ce spectacle est à son image, c'est-à-dire complètement fou. Regardez. Allez dire à votre maître que Arthur de la cour de Camelot est ici, merci. Ouais, et moi je suis Clovis. Allez, dégage. Prenez toujours le bon côté de la life. Oh ben voyons, mais pour qui se prend-il? Je suis le roi, j'ai eu la fève, merde! Chevalier de la table ronde, on danse en buvant des blonds. On fait les cœurs de tes bonnes sœurs, on se prend pour les rois. Si vous saviez comme je suis trop heureux. Alors, on le voit sur ces images, hein, évidemment, c'est très ambitieux, des décors très travaillés, des costumes, de la danse, du chant, et puis c'est drôle, ça montre. Oui, en fait, on est face à un objet artistique que j'ai trouvé très rare. Il y a quand même 200 costumes, 20 personnes sur scène, environ une cinquantaine derrière. Il y a une dizaine de tableaux chantés et dansés, des décors vraiment pharaoniques. Et moi, ce qui m'a vraiment transporté, mais c'est parce que je suis fan, c'est le voyage en absurdie que nous propose Pierre-François Martin Laval. Vous savez, PEF, c'est les Robins des Bois dans les années 2000 et leur cœur vraiment de métier, leur art, c'est l'absurde auprès de Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, etc. Et PEF, en fait, c'est un enfant, c'est un gamin, c'est un artiste qui arrive à nous emmener toujours dans son univers du rêve, mais aussi de la fragilité, de l'innocence. Et là, ça marche absolument bien parce que ce roi Arthur, c'est un gosse. Et tous les gens qui sont autour, en fait, sont aussi des gosses. Et on est emporté là-dedans. C'est au Théâtre de Paris jusqu'au 10 février. Il y a eu des prolongations. C'était pas gagné parce que ce spectacle n'a pas le succès qu'il mérite. Il a failli s'arrêter là parce que malheureusement, ça ne remplissait pas assez. Et PEF nous a annoncé le soir où j'y suis allé que ça y est, ça avait enfin repris. Prolongation jusqu'au 10 février. Je vous jure, allez-y. N'ayez pas de préacquis ou de préjugés sur « Ah, mais c'est un spectacle musical ». Parce que je l'entends trop, ça. « Ah, mais moi, j'aime pas les spectacles musicaux ». C'est totalement autre chose. C'est génial. Non, c'est vrai que c'est vachement bien. Je pense que les gens ont plutôt craint d'aller au théâtre pour d'autres raisons. Peut-être. Et les théâtres continuent de se remplir de plus en plus. Et tant mieux, tant mieux. On continue donc sur les planches justement, mais dans un autre style. Hein. La Patte Patrouille, là. Oui, et c'est ça, la Patte Patrouille, le dessin animé évidemment que tous les parents connaissent, est adapté sur scène avec En avant les pirates. Voilà, c'est une chasse au trésor participative, tout en danse, en musique et en humour. Regardez la bande-annonce. Pas de patrouille, vite ils repartent en vadrouille. Dès qu'il y a un souci dans la grande vallée, Ryder et les chiots, ses amis, viendront s'en occuper. Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma, Stella, yeah, ils vont arriver. Pas de patrouille, dès qu'il y a une embrouille. Pas de patrouille, vite ils repartent en vadrouille. Pas de patrouille. Alors, de quoi parle ce spectacle? Eh bien, nous sommes à la grande fête de la journée des pirates à Adventure Bay lorsque le capitaine Turbo se retrouve piégé, pourquoi elle rigole, se retrouve piégé dans une caverne sombre et mystérieuse. C'est là que la Patte Patrouille va intervenir pour le sauver. La Patte Patrouille part en mission. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. Et là, ils vont découvrir une carte au trésor secrète qui va l'amener dans une grande aventure épique. Sur scène, 13 comédiens chanteurs, des chansons très dynamiques, ça va plaire à tous les enfants à partir de 4 ans. Alors les prochaines dates, près de chez vous, le 13 janvier à Brest, le 21 à Saint-Herblain, le 27 à Dijon, le 28 à Egbolsheim et le 10 février à Lyon, le 11 février à Montpellier. Voilà, toutes les dates et les places sont à retrouver sur vos sites habituels. Et vous nous recommandez aussi le spectacle de Disney sur glace. Voilà, tous vos héros Disney pour un grand show pour petits et grands. Je vous laisse regarder la bande-annonce qui en dit bien plus long que bien des discours. Disney sur glace présente Crois en tes rêves. Rejoignez Vaiana dans son voyage pour croire en elle. Célébrez la passion de Miguel pour la musique. Laissez-vous inspirer par les princesses Disney. Réponse: Cendrillon, Belle, Ariel. Et découvrez le pouvoir de l'amour avec Anna et Elsa. Votre aventure vous attend au spectacle de Disney sur glace Crois en tes rêves au Zénith de Paris du 6 au 17 décembre 2023 et en tournée en France. En tournée en France, c'est bien ce qui nous intéresse. Donc les 16 et 17 janvier à Montpellier, du 24 au 28 à Lyon, du 2 au 4 février à Douai. Toutes les informations et les places, encore une fois, sont sur vos sites habituels. Bon, on était sur le théâtre, le spectacle vivant, un film peut-être? Bien sûr, vous me connaissez, je ne peux pas partir sans vous avoir parlé de cinéma. Alors là,
Il faut aller le voir très vite. Pourquoi? Déjà parce que c'est un super film et ensuite parce qu'il est sorti fin décembre et qu'il risque de sortir de l'affiche très bientôt. Ça s'appelle Kina et Youk. C'est des renards sur la banquise. Un conte magnifique tourné dans le Grand Nord canadien et narré par Virginie Efira. Le réalisateur suit donc un couple de renards qui est tout près de fonder sa famille en fait, mais qui est séparé par le craquement de la banquise, donc par la fonte des glaces. Le papa et la maman vont donc braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires pour se retrouver et donc vivre cette naissance ensemble. Regardez. Séparés par la fonte des glaces, c'est le début d'une incroyable aventure. Se retrouveront-ils à temps pour la naissance? À Noël, vivez un conte extraordinaire pour toute la famille. Voilà, c'est à partir de 6 ans, comme vous le voyez, c'est extrêmement bien filmé. Et je tiens à dire que c'est pas un documentaire, c'est-à-dire que les animaux qui tournent à l'intérieur sont des animaux dressés. Qu'il a fallu du coup suivre quand même dans leur turpitude. Donc c'est très intéressant aussi en termes de mise en scène, de réalisation, d'accompagnement des animaux, et aussi ça nous en dit beaucoup sur la nécessité de protéger notre planète. Voilà, allez le voir. C'est beau ce que vous dites. Des fois comme ça j'ai des fulgurances. De temps en temps. C'est pas souvent. Tout de suite on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine son invité est Baptiste Le Caplin. Si tu le veux bien, on va s'attaquer à la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Tu es en plein dedans, puisque tu as 2 enfants. Oui, 9 ans et 5 ans. 9 ans et 5 ans? Oui. Donc comment toi, tu juges l'école française aujourd'hui? L'école publique? Oui, enfin, celle que tu connais. C'est très bien, il y a des très très bons professeurs, des très très bonnes institutrices. Je suis très très content du directeur d'école qui est dans l'école de mes filles, il est vraiment super. Vraiment. Non, vraiment, le directeur d'école, c'est vraiment... Ça va leur faciliter la vie à tes filles. Tu sens que c'est vraiment un passionné. Il est tous les matins à l'entrée, il écoute les problèmes de tout le monde, il connaît tous les élèves, il connaît tout le monde. C'est vraiment un super mec. Après, oui, ce qui est un peu chiant, c'est l'absentéisme. Il y a eu des années, vraiment, où il y a eu des taux d'absentéisme chez les profs de mes gosses. C'est vraiment beaucoup. Et le pauvre galère sur les remplaçants. Il y a un manque d'effectifs qui est criant. Mais après, ils font avec les moyens du bord. Mais quand même, il y a vraiment c'est chouette de voir des gens passionnés par ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Franchement, ils se tapent des classes. Des fois, c'est vraiment... Il y a du monde. Et, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? De faire qu'il y ait plus de remplaçants. Hein. Parce que quand tu arrives à l'école à 8h57 et qu'on te dit qu'il n'y a pas école, t'es bien dans le caca. Je sais pas, moi, je suis en tournée, je vais à Lou en Cuiseau. Non, on peut pas la garder. Là, t'es vraiment... Donc, avoir une madame... Tu sais, Madame Dotfire, j'adore Robin Williams. Avoir une Madame Dotfire à dispo, ça serait génial. Est-ce que le fait d'avoir un papa connu, tes filles, elles le ressentent à l'école? Non. Non, c'est pas encore quelque chose qu'on... Non, il y a les parents qui viennent me voir vite fait, mais non, on n'est pas à ce niveau-là. Peut-être qu'en grandissant, oui, ça arrivera, mais je suis pas... Plus à l'adolescence? Ouais, peut-être, ce sera peut-être plus à surveiller, parce que si ça se tape ton nom sur Google, et on va ton père il est connu, donc forcément, tu dois être riche. Mais pas pour l'instant. Non, c'est plus, tu sais, sur le regard que ses camarades peuvent avoir sur elle, comment elle est habillée, est-ce qu'elle a des fringues de marque, enfin, tu sais, c'est des trucs que je vois avec d'autres humoristes beaucoup plus connus que moi, ou des gens plus connus que moi. Les petits problèmes qu'ils ont, c'est la comparaison des enfants entre eux. Mais sinon, non, je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps à la télé ou quoi que ce soit. Je suis quand même très discrètement... Enfin, si tu veux me voir, il faut payer ses places, il faut aller au spectacle. Oui, mais justement, si vous arrivez déjà à remplir 80% oui, mais... d'un an à l'avance, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ouais, mais l'humour, c'est quand même une niche, c'est pas un truc... on s'impose pas aux gens, je veux dire, c'est pas des chanteurs où ils sont tout le temps à la radio, des trucs comme ça. Et puis, je suis pas à la télé. Le fait de pas être souvent à la télé, ça calme aussi un peu le truc. Quand j'avais vraiment des phases où j'étais beaucoup sur TF1 dans les émissions d'Arthur, oui.
Là, ça devait être... Quand les gens ils m'appelaient « Ah, le douillet !» dans la rue et tout, et qu'il y avait ma fille, là ça m'a un peu saoulé. D'ailleurs, j'avais arrêté l'émission à cause de ça. Ok, Baptiste. Voilà. C'est la fin de l'émission. Déjà ? Eh oui. Et toi, t'étais quelle sorte d'élève? Parce qu'on ne te pose jamais la question, ça se trouve. J'étais très sage, voyons. J'étais sage, toi. Merci de nous avoir livré tous tes souvenirs. Avec plaisir. Hein. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Lorsque vous êtes enfant, vos parents, vous le dites, n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que le CM2, par exemple, ni même de ce que ça veut dire, cours moyen, et que l'année suivante vient la classe de 6e. Comment vous vous y retrouvez, vous, au milieu de tout ça ? Alors d'abord, au tout début, jusqu'au CM2, j'ai une mixité sociale. Ça, c'est important pour moi. C'est un thème qui est important pour moi. Peut-être qu'on y reviendra. Au cœur de votre livre, tout à fait. La mixité sociale me permet d'être pauvre parmi les riches, pour faire simple, et donc aussi pauvre en termes de capital social et culturel parmi des gens qui ont un capital culturel fort. Et donc cette mixité m'entraîne vers le haut. Donc j'apprends des choses en fait, et je sors en fait de ma condition et de mon environnement proche qui a une pauvreté culturelle. Donc ça, c'est le but de l'école, c'est de tirer en fait les enfants de leur domaine proche et de les emmener à connaître autre chose. Donc ça, j'en ai bénéficié à plein. Et quand j'arrive en 6e, je ne sais pas moi-même ce que c'est que la 6e. J'ai pris des langues, l'anglais, d'autres ont pris allemand, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en fait, je me rends compte qu'en allemand, ils sont tous très bons. Et puis en anglais, il y a des élèves un peu moyens. Donc il y a déjà des codes de l'école en fait, qui m'échappent. Donc la première 6e, je la redouble, je le dis. En fait, à chaque fois que je suis rentré quelque part, collège puis lycée, j'ai fait ma bonne action, j'ai redoublé à chaque fois tellement ça m'a plu. Donc ce sera le cas en seconde après. Donc en 6e, en fait, c'est un monde inconnu en fait, qui m'attend. Et donc je prends de plein fouet un certain nombre de choses où je ne suis pas habitué. Et donc c'est l'échec en fait. Et est-ce que l'EPS qui permet de construire son corps, par extension, permet de construire son identité aujourd'hui? Oui, alors je pense que sur les jeunes, il y a un vrai sujet sur la place du corps, alors en EPS, mais aussi à l'école. Durant cette période, notamment de l'adolescence, vous avez des bouleversements sur tous les plans physiques, mais aussi psychologiques et sociaux, pour les filles et les garçons, avec des différences. Et de là, effectivement, autour du corps et des apprentissages du corps, vous pouvez agir justement sur l'estime de soi d'un jeune, d'un adolescent, et sans rentrer dans les détails un peu de différentes études, participer à une meilleure intégration aussi dans la société et plus tard au niveau professionnel. C'est par le truchement, pardon je vous coupe, mais de ce père que vous inscrivez la situation des jeunes des cités dans tout un continuum de lutte qui remonte à l'esclavage. Parce que vous évoquez Toussaint Louverture, il y a les luttes décoloniales aussi, Sékou Touré est évoqué puisqu'un des personnages s'appelle Sékou, le père s'appelle Patrice, hommage à Patrice Lumumba. C'est important de leur raconter cette histoire aux jeunes, ils la connaissent? Ils la connaissent très mal. Hein. Très mal. Très mal. Et les noms, d'ailleurs, Toussaint Louverture, j'en ai essayé d'en parler. Je saisis parfois l'occasion de l'actualité, de l'actualité qui peut les intéresser. Et dans le dernier Black Panther, il y a une référence à Toussaint Louverture. Et j'en ai parlé, et je leur ai dit alors, et ça vous dit quoi cette dernière scène où on parle de Toussaint et on dit, et dans le film, je crois qu'il est dit un nom chargé d'histoire, ça ne leur dit rien en fait. Et donc tous ces noms, même dans leur pays d'origine, ils ne les connaissent pas. Et pour vous, c'est important d'ancrer cette situation dans tout ce continuum? En tout cas, de les interpeller, de leur poser des questions. Après, chacun se saisit de sa propre histoire comme il l'entend, mais au moins leur dire qu'il est possible de s'interroger sur sa propre histoire. Après, chacun fait ses choix. Selon le président de la République, qui en a fait l'objet d'un déplacement dans un lycée en septembre dernier, le sport, je cite, serait un prérequis à la consolidation des fondamentaux scolaires. Dans la perspective de Paris 2024, le sport, s'il faisait partie de la culture des collégiens, permettrait aussi de déceler des talents. Vous en parlez également du sport dans votre ouvrage, dans votre livre, et du rôle que ce dernier a joué sur votre trajectoire de vie. Qu'est-ce que vous en gardez? Une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, un pied d'égalité qui n'est pas social ni vestimentaire. Si vous jouez au tennis, par exemple, vous vous retrouvez à égalité de niveau, mais pas de niveau social, de niveau de jeu. C'est vrai. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous êtes à votre place. C'est ce qui vous a manqué? Quand je suis dedans, je ne me rends pas compte. Pour être très honnête, parce que j'ai 10 ans, 12 ans, 15 ans, etc., je ne me rends pas compte. Par contre, je ressens un certain nombre de choses qui ressortent plus tard.
le seul élève boursier, le seul à avoir des pulls tricotés par maman, le seul... Oui, ce genre de choses-là, en fait, vous le ressentez à l'adolescence et un petit peu plus tard, mais vous n'en faites pas un drame, en fait. Alors, je ne suis pas du tout dans la complainte. Les jeux arrivent à grands pas, c'est pas une surprise, on le sait, certains y voient les coûts, d'autres préfèrent y voir un investissement. Pour vous, Guillaume Ditsch, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est un bon investissement pour notre jeunesse, un investissement primordial? J'apporterai un peu de nuance et j'irai un peu les deux. Effectivement, un grand événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un bon moyen, effectivement, et à travers notamment la grande cause nationale, autour de la promotion de l'activité physique et sportive, effectivement, de mettre un peu davantage au cœur cette question du sport. Alors, dans la société, mais aussi à l'école, on pourra peut-être en reparler. Mais on peut aussi peut-être apporter quelques nuances. Vous avez différentes études, notamment à travers les Jeux Olympiques de Londres, qui avait montré justement qu'à travers cet héritage, le grand événement ne va pas de fait, c'est pas parce qu'on décrète le fait de mettre 30 minutes ou le sport dans votre quotidien que nécessairement les jeunes vont le faire. Ça a été démontré. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est se dire qu'au-delà de ces grands événements de campagne de communication, comme ici par le président Emmanuel Macron, il y a nécessairement un accompagnement des jeunes à avoir, un investissement en termes de moyens, puisqu'aujourd'hui, il faut dire les choses, le budget du ministère des Sports, c'est 0,3% du budget général. Donc c'est très peu. On verra, j'irai pas... Il faudrait déjà, pardon de vous couper, un ministère des Sports dédié? Voilà, ministère des Sports et depuis les Jeux Olympiques des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 0,3%. Alors c'est 1,1 milliard, donc on peut se dire que c'est assez important, mais sur le budget général, c'est 0,3%. Donc le sujet, je pense qu'il est au-delà de l'événement, il est clairement sur l'héritage, mais sur les moyens engagés, l'accompagnement aussi, pour que les jeunes, j'en parle dans le livre, dans cette relation entre les jeunes et le sport, qu'on puisse véritablement peut-être participer, pas tant à des résolutions début d'année, mais peut-être même à une révolution culturelle du sport en France. Vous aviez publié il y a quelques années dans Le Monde une tribune où vous parliez du regard des jeunes sur eux-mêmes, en disant qu'il y a, à l'époque en tout cas, il y avait dans les quartiers l'aveu d'un terrible complexe d'identité. C'est quoi un complexe d'identité? Est-ce que vous le ressentez toujours? Il y a un complexe d'identité. Alors c'était en rapport à l'opéra, c'était intéressant, j'avais appelé ça le fantasme de l'opéra. C'était que c'était des jeunes, alors, c'était dans un cadre très particulier, une super prof de philosophie de la Courneuve qui organisait des rencontres avec des archéologues, avec des mathématiciens et des écrivains. J'étais intervenu dans ce cadre-là et la question de l'opéra est intervenue en disant oui, eux, les autres, qui ne sont pas de banlieue, vont à l'opéra. Et ils imaginaient que l'opéra était peuplé d'ingénieurs. Exactement. Parce que forcément, l'ingénieur, il allait à l'opéra. Exactement. Et moi, je leur ai dit, je suis passé de l'autre côté et j'ai vu que, moi, quand je travaillais dans la finance, et même quand je aujourd'hui... Les gens n'allaient pas à l'opéra. Ou peu, et on peut parler aussi de foot, et qu'il y avait aussi un déni de leur propre culture. C'était, eux sont cultivés, et nous ne le sommes pas. Alors que chacun a une culture, forcément. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et SchoolTV.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Elles sont nombreuses et surtout elles sont bien. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous. Merci, vous revenez quand? À part vendredi prochain. Lundi et vendredi. En fait c'est tous les lundis, tous les vendredis. C'est exactement. Je vais noter dans mon agenda. Et notez-le à la maison aussi. À la réalisation c'est Théo Boscar, le son c'est Maxence Mougin, maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.